Vive la 14e rencontre gouvernement-secteur privé. La 13e est déjà consignée dans les annales de la manifestation. Avant de lever la séance, le rendez-vous a consacré toute l'attention à tirer le secteur informel vers l'économie formelle, matérialiser le surnom de grenier donné aux grandes zones de production du Burkina, la construction de grands magasins de stockage. Et pour le moment, à l'étape de projet, il vise à mieux faire face à l'insécurité alimentaire. C'était donc le Moudjao, le responsable des tirs à l'arme lourde survenus hier sur la ville de Gao au Mali. Le mouvement djihadiste vient de revendiquer l'acte. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Plus actuel, plus convivial aussi, c'est l'autre visage du président du Faso qui est offert officiellement aux yeux du public. La nouvelle photo portrait du chef de l'État vient en remplacement de l'ancienne dont elle se veut différente. Premier à voir ce nouveau visage du président du Faso, des personnalités et le monde des médias. Et voilà l'image qui nous rapporte. Mardi 8 octobre 2013 au palais présidentiel de Kosiam, un parterre d'invités, de personnalités de marque et la presse confirment leur présence à un cérémonial sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Il s'agit de la présentation de la nouvelle photo officielle du président du Faso Blaise Compaoré. Cette nouvelle photo se distingue à plusieurs endroits, mais aussi dans le fond et dans la forme de l'ancienne. Dans l'ancienne photo, on n'avait pas le drapeau, on n'avait pas les armoiries et on n'avait peut-être pas le symbole du lieu de l'exercice du pouvoir d'État, donc qui est le palais présidentiel. Et donc la nouvelle photo a essayé donc de corriger l'ensemble de ces données, de rendre cette photo conforme à l'image actuelle du président, de rendre la nouvelle photo effectivement avec tous les symboles et avec tous les espoirs que cette nouvelle photo présente. On reproche à l'ancienne photo son caractère frontal, figé, mais également il ressemble plus à une photo d'identité, tandis que la nouvelle photo officielle est dynamique à tous égards. Burkinabés de l'intérieur et de l'étranger, organisations africaines, interafricaines et internationales devront désormais s'accoutumer à cette nouvelle photo officielle de Blaise Compaoré. La photo officielle des responsables politiques est une tradition depuis le 19e siècle. Elle reste un attribut officiel, une représentation de la fonction. Pour Assimi Kwanda, elle évolue et s'adapte aux exigences et enjeux de l'heure en vue d'un repositionnement de l'image du président. Voilà une présentation signée de Abdoul Rasmane Zongo et puis direction à présent la ville de Sia qui porte mieux que jamais son nom de capitale économique. Le temps d'une rencontre gouvernement-secteur privé, la 13e, Bobo Dioulasso s'est fait le porte-voix des grandes questions économiques de l'heure. Comment faire participer le secteur informel à l'essor de l'économie formelle? Depuis hier, à l'ouverture des travaux, c'est le sujet à débat. Face à face, gouvernement et secteur privé, la tradition s'est imposée et la 13e édition n'a pas dérogé à la règle. Ahadi Sandamba. Pour la 13e année consécutive, les acteurs du secteur privé sont face à l'exécutif burkinabé. L'exercice ici consiste à recueillir les différentes préoccupations qui entravent le développement des affaires. Tour à tour, chaque leader ou représentant de groupement d'activité est passé égrener le chapelet de mots rencontrés dans son domaine d'activité. Des mots qui ont pour nom la fiscalité inadaptée, le manque d'infrastructures adéquates, le difficile accès au financement, la contrefaçon ou la concurrence déloyale. Et puis aussi au phénomène de la pollution des produits hydrocarbures due à une trop large ouverture ou à une ouverture non contrôlée de la délivrance de multiples agréments. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement se résolve à regarder de plus près l'octroi de ces agréments-là, parce que, comme vous ne pouvez l'ignorer, les hydrocarbures sont un produit très dangereux à la manipulation. Dans l'exploitation des carrières, lorsqu'on acquiert un permis d'exploitation, nous avons des taxes que nous payons, des taxes superficielles que nous payons au mètre carré. Et ces taxes-là, jusqu'en 2012, c'était à 10 francs
le mètre carré. Et l'année dernière, nous partons pour payer 5 millions. On dit non, on ne peut pas prendre. Il y a une autre taxe qui a été fixée à 50 francs le mètre carré. Et on parle d'emploi des jeunes. Et on voit, si on augmente les taxes, on va nous décourager parce que c'est un secteur porteur, mais inexploité. Maintenant, si avec des taxes exorbitantes, les gens ne peuvent pas travailler, ne rien gagner. Du côté du gouvernement, toutes les préoccupations et suggestions sont certes à prendre en compte, mais les résolutions nécessitent une analyse profonde. Nous, ce qui nous préoccupe actuellement à cette édition, c'est de voir comment nous pouvons accompagner le secteur informel vers vraiment sa transformation, sa formalisation. Notamment, nous les invitons et nous allons travailler dans les centres de formalisation des entreprises, les centres de gestion agréés. Nous allons voir les dispositions de l'OADA. Nous allons voir comment on peut travailler au niveau de la SOFIGIB, les fonds nationaux. Tout cela doit être dans un cadre structuré pour essayer, dans les années à venir, d'avoir un programme qui va donner des résultats pour que ce secteur puisse monter en puissance et apporter des résultats à l'économie du Burkina. Quant aux autres questions posées, l'exécutif, avec à sa tête le chef du gouvernement, s'y penchera les heures à venir. Vous l'aurez noté, plus d'une préoccupation jalonne le lit du secteur informel. Après le détail des blocages, l'exécutif se prononce en fin de travaux sur les éventuelles solutions à y opposer. Cet exercice s'est tenu ce matin même. Les membres du gouvernement s'engagent à mener les actions qu'il faut pour aplanir tant soit peu les difficultés qui freinent le secteur privé dans sa progression. Wendata, Nathalie Kaoré. Après le conseil de cabinet qu'il a tenu hier pour se préparer, voici le gouvernement face aux acteurs du secteur privé pour apporter des éléments de réponse. Chaque ministre a eu environ 3 minutes pour livrer l'essentiel des réponses, mais leur intégralité sera contenue dans le rapport final. En attendant, on retient que dans des départements en charge de l'éducation et des enseignements, par exemple, l'on veut s'engager pour assainir le milieu de l'éducation en faisant respecter les cahiers de charges en la matière. Au niveau de l'administration, nous avons 73% des écoles privées. Et au niveau de ces 73%, il y a 56 écoles non recourues. Nous avons identifié l'ensemble de ces écoles non recourues et de sensibiliser l'ensemble de ces efforts de ces promoteurs et de ces promotrices sur les cahiers de charges. Parce que c'est fondamental. Et ensuite, nous allons bien sûr prendre des sanctions. Sur les écoles, moi je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux. Les écoles pirates, comme l'a dit le ministre des enseignements secondaires supérieurs. Et ça, bon, c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, nous allons veiller à ce que ceux qui veulent ouvrir les établissements, qu'ils soient secondaires, puis même bien ceux qui sont au préscolaire, il faut respecter les cahiers des charges. Après, on viendra vous dire, oui, l'éducation c'est de mauvaise qualité, pas de bons enseignants. Or, ce sont les mêmes qui sont vraiment complices déjà de situation. Alors moi, je crois qu'il faut qu'on soit rigoureux. Quand on veut ouvrir un établissement, il y a des conditions précises à remplir. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a apporté des éléments de réponse aux préoccupations relatives au fonctionnement des pharmacies et des tarifs appliqués dans les structures de santé privées. Les textes dans le secteur privé de santé sont en train d'être revus parce que les textes qui existaient effectivement ne faisaient pas qu'à des tarifs et de pension qu'il est nécessaire. En parlant de classification des établissements de santé, de préciser aussi les tarifs qui doivent être appliqués. S'agissant de la lutte contre les médicaments contrefaits et le commerce illicite, l'ordre des pharmaciens souhaitait qu'on puisse mettre en place un programme multisectoriel pour lutter contre ce fléau. Il faut dire qu'il existe déjà une stratégie dans l'espace CEDEAO qui a été adoptée, et même un comité interne qui a été mis en place pour renforcer la lutte contre les médicaments contrefaits et le commerce illicite des médicaments. Plus de 52% des acteurs du secteur privé sont des femmes et c'est ainsi que la première responsable du département en charge de la promotion de la femme a fait savoir les politiques à mettre en œuvre pour l'épanouissement des femmes dans le secteur privé. Le gouvernement a entrepris à ce niveau 3 études, une sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin, une deuxième sur l'accès des femmes aux différents fonds qui sont mis en place par l'État, une troisième étude sur l'accès des femmes au crédit au niveau des institutions de microfinance et au niveau des structures bancaires.
D'autres préoccupations comme l'offre de marché pour les travaux publics qui serait le monopole de certaines grandes sociétés ont trouvé des éléments de réponse de la part du gouvernement. J'interpelle vraiment le syndicat national du bâtiment qui réfléchit là-dessus. Parce que nous avons essayé de protéger nos marchés et nos entrepreneurs au niveau local. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'insuffisance. Si bien que nous sommes, quand il y a donc lorsqu'on lance donc les offres publiques, on dit toujours que ce sont les mêmes. Mais c'est parce que les autres n'arrivent pas encore à arriver à un niveau d'exécution normal. Quand vous lancez par exemple la construction d'un immeuble R+2, le seul administratif, j'avais fait l'expérience. Presque aucun des immeubles n'a pu terminer avant 6 mois de retard. Quand vous voyez aujourd'hui la manière dont on construit les écoles, les CG, vraiment ça fait pitié. Alors donc ça, il y a un problème qui est là. On n'arrive pas à suivre le rythme. Alors vous voulez construire une école de 6 classes, eh bien vous allez prendre minimum 12 mois, 18 mois. C'est pas possible. Donc or, nous avons des ambitions d'aller vers des R+6, pourquoi pas des R+10. Comment on va faire? Donc, on va être obligé d'ouvrir, si on ouvre à l'international, bien. Vous voyez, donc il y a des risques de pénaliser les entreprises à l'intérieur. Avant de donner les réponses aux différentes préoccupations, le gouvernement a entendu les acteurs du secteur privé qui ont pris des engagements pour l'accompagner dans sa politique de promotion de ce secteur. Le Premier ministre a salué cette initiative du secteur privé et lui donne rendez-vous à l'édition prochaine pour faire le point de ses engagements pris. Après 48 heures de travaux, les portes de la 13e rencontre exécutif secteur privé se sont donc refermées. Dans un esprit de partenariat renouvelé, public et privé auront exploré ensemble les voies et moyens pour que l'informel intègre l'économie formelle. La rencontre a aussi permis aux acteurs de trouver des facilitations à ces freins du secteur privé de façon générale. À la fin des travaux, les participants ont abouti à des résolutions et recommandations. Le point sur la clôture est signé de Drissa Seri. Les échanges entre le gouvernement et le monde des affaires ont mis en exergue l'importance du secteur informel dans le tissu économique national et son rôle déterminant dans la mise en œuvre de la SCAD. La spécificité de ce secteur, cependant, limite les capacités des entreprises à créer des richesses, engendrant des coûts énormes et une évasion fiscale importante. D'où l'unanimité dégagée autour de son intérêt. Il a besoin d'être accompagné par des actions volontaristes en vue de sa formalisation. Des travaux, ce que nous retenons, c'est que le gouvernement et le secteur privé sont vraiment décidés à s'engager dans la recherche des solutions pour intégrer le secteur informel dans l'économie formelle. Et toutes les propositions qui ont été faites ont pu trouver des solutions à terme et directement sur place. Et nous ne pouvons que soutenir et féliciter ces genres de rencontres pour l'ouverture d'esprit du gouvernement et pour l'ouverture d'esprit du secteur économique. Le secteur informel contribue pour 50% dans le budget, dans le PIB de l'État et occupant 70% des populations. Alors c'est donc un secteur stratégique et c'est un secteur qui a besoin d'être encadré et l'État a pris des engagements de faire en sorte que progressivement le secteur informel puisse rentrer dans le cadre formel. Je pense que les conditions sont réunies pour un bon accompagnement du secteur privé actuellement. Et nous sommes dans un environnement où effectivement l'accès au financement était un problème. Aujourd'hui, la difficulté se trouve dans le cadre organisationnel des entreprises. Mais nous pensons qu'avec les dispositions et les résolutions qui ont été prises ici, les entreprises vont mieux s'organiser pour pouvoir répondre aux critères de financement des banques. Et en ce qui nous concerne, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, nous avons réaffirmé notre disponibilité à accompagner le gouvernement à travers le financement du secteur privé. À l'instar des éditions précédentes, le secteur privé a saisi l'opportunité pour soumettre au gouvernement ses préoccupations d'ordre général. Le poids de la fiscalité, la fraude, l'accès au financement et au marché public, l'insuffisance des infrastructures, la prolifération anarchique des établissements d'enseignement privés, le coût des facteurs de production, les difficultés rencontrées dans les BTP et les transports, les mines. Aux préoccupations ci citées,
le gouvernement a apporté des réponses. On retiendra que des efforts seront faits pour alléger le poids de la fiscalité, mais qu'il convient de concilier baisse de la pression fiscale et impératif de mobilisation des recettes intérieures et de respect des normes communautaires. Des zones industrielles faisant la part belle à l'agro-industrie seront aménagées. En matière d'habitat et d'urbanisme, des mesures seront prises pour assainir le métier. Le code minier en élaboration répondra aux préoccupations des acteurs du secteur minier. Des actions seront entreprises pour amener les établissements d'enseignement privés à régulariser leur situation. À cela s'ajoutera une batterie de mesures, l'intensification de la lutte contre la fraude, le renforcement du dispositif sécuritaire sur les principaux axes routiers, la promotion de l'irrigation goutte à goutte, le recadrage de l'opération d'importation des taxis neufs. À cette rencontre, le gouvernement a traduit toute sa volonté à aider le secteur informel à mieux se structurer. Il s'est montré sensible aux préoccupations du secteur privé. Celui-ci, à son tour, a pris des engagements pour accompagner le gouvernement dans l'édification d'une économie prospère. Le Premier ministre a appelé les acteurs à poursuivre et parachever la réflexion visant à doter notre pays d'une économie formelle au service du développement. Et le 13e rendez-vous public-privé qui aura tenu sur 48 heures au lieu des 24 heures habituellement retenues. Cet allongement était une des recommandations de la dernière rencontre qui jugeait le temps imparti trop court. Sur cette innovation et de façon générale sur le déroulé des travaux, nos équipes ont interrogé le Premier ministre, des propos recueillis au micro de Drissa Seri. C'était bien de le faire en 2 jours. Ça a d'abord permis au gouvernement d'approfondir ses réponses. Souvent, c'est à la fin séance que le ministre est interpellé. Donc, ils n'ont pas toujours le temps d'approfondir les réponses aux questions posées. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et les opérateurs les ont vraiment apprécié ce changement. Bien sûr, le thème, c'était sur le secteur informel, si vous voulez. Je crois que nous avons beaucoup avancé. Le secteur informel, on le dit, on redit, représente pratiquement les trois quarts, je pense, des gens qui travaillent dans le secteur de l'économie nationale. Et pourtant, c'est un secteur à problème, c'est un secteur qui n'est pas structuré, un secteur qui a des problèmes d'accès au crédit et un secteur qui est limité à cause de sa situation dans la création d'emplois. Alors, nous avons pris des mesures fortes, des engagements forts et je pense que vous allez constater des transformations vont venir très rapidement dans le secteur informel pour faire en telle sorte qu'une bonne partie de ce secteur puisse évoluer vers un secteur plus formel. Alors donc, ça vraiment, je pense, une des engagements forts que le gouvernement a pris. Nous avons également pris des engagements pour l'ensemble des acteurs du monde économique, notamment sur la question de la fiscalité, sur laquelle nous allons approfondir la réflexion pour que nous puissions trouver un terrain d'entente de façon définitive. Ce qui est également aussi très nouveau, ce sont les engagements pris par le secteur privé. D'habitude, chaque fois, c'est le gouvernement qui prend des engagements et a des comptes à rendre. Mais cette fois-ci, nous avons vu qu'effectivement, le secteur privé s'est engagé sur beaucoup de points. Ça, c'est une innovation, c'est un vrai partenariat, signe que ces rencontres-là évoluent positivement. Voilà donc pour le point complet sur les travaux de la 13e rencontre gouvernement-secteur privé. Vive le 14e rendez-vous, toujours à Bobo-Dioulasso, et puis renforcement des capacités en perspective dans les domaines du génie électrique et mécanique. Après le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, voilà pour bientôt celui de Bobo-Dioulasso. Dans cette initiative, le Burkina bénéficie encore de l'accompagnement de la Chine-Taïwan pour réaliser l'infrastructure. Le coût total de réalisation est estimé à 2 milliards et 70 millions de nos francs. Sur le lancement officiel des travaux, le point de Karim Sissé. Par ce geste, le Premier ministre et l'ambassadeur de Chine-Taïwan auprès du Burkina Faso procèdent au lancement officiel des travaux de construction du centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso. Une infrastructure qui sera composée d'un bloc administratif, d'un bloc pédagogique, d'une infirmerie et des locaux techniques. Le tout sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Le coût de financement est de 2 milliards 70 millions de francs CFA hors équipement et sera assuré par la Chine-Taïwan. La formation professionnelle, c'est un projet initié par le président et nous croyons que c'est aussi très important parce que d'après notre expérience à Taïwan,
La formation professionnelle, ça occupe aussi une place très importante dans le développement national. C'est pourquoi on voudrait apporter notre assistance, toujours faire notre maximum pour accompagner le gouvernement burkinabé à régler le problème de créer de l'emploi pour les jeunes et aussi de former les jeunes. Le centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo Dioulasso a pour vocation de former des apprenants en mécanique de précision, en génie électrique, en conception et en fabrication de moules. À terme, cette infrastructure permettra de mettre du personnel compétent et suffisamment qualifié à la disposition des unités industrielles du pays et de la sous-région. Vous me permettez d'abord de souligner la qualité des relations que nous avons avec la République de Chine, Taïwan, qui, dans le cadre de sa politique de coopération avec notre pays, a identifié un secteur qui avait beaucoup de problèmes, c'est le secteur de la formation professionnelle. Sans formation professionnelle, vous ne pouvez absolument rien faire. Et c'est l'une des faiblesses de notre système économique. Et avec la République de Chine, Taïwan, nous avons entrepris un certain nombre de chantiers importants. Et après le centre de formation professionnelle référent des Ignari, les lycées professionnels qui sont en train de se construire. Il y en a 2 qui sont déjà prêts, 2 le seront très bientôt. Il y a les centres de formation régionaux. Alors tout ça rentre dans une vision globale qui est de doter notre pays dans quelques années d'une main-d'œuvre qualifiée. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 1 an. Béan-Luc Adolphe Tiao a interpellé les entrepreneurs en charge du chantier quant au respect de ce délai. Si tout se déroule en fonction du calendrier prévu, le centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo Dioulasso accueillera ses premiers pensionnaires à la rentrée scolaire 2014-2015. À Ouaga, c'est une nouvelle équipe qui prend les commandes du tribunal de commerce, du président au juge. En passant par le vice-président, toute l'équipe dirigeante a prêté serment ce matin. Solennel comme il est de rigueur pour la circonstance, la cérémonie s'est tenue sous l'œil des autorités judiciaires. Témoignage de Jonas Wemba et Sié Sylvestre Da. Ces magistrats Mathias Diamba, Safieta Kwanda et Alain Zerbo président désormais au destiné du tribunal de commerce de Ouagadougou. Ils sont officiellement installés respectivement comme président, vice-présidente et juge au siège de cette juridiction. Ils ont été nommés en conseil des ministres en sa séance du 25 juillet dernier. Ce sont surtout des changements de joie et j'imagine encore la grandeur, la mission qui me reste à faire. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est la continuité. Nous avons travaillé ensemble à mettre en place le tribunal de commerce et je pense que nous continuerons sur cette œuvre-là à rendre des décisions acceptables. À permettre que la justice commerciale soit toujours proche des justiciables. Les missions qui nous entendent sont les mêmes, telles que prévues par la loi portant création des tribunaux de commerce. C'est-à-dire que nous allons toujours continuer à rendre des décisions en matière commerciale et nous tenterons autant que faire se peut d'accroître le délai de rédaction de nos décisions. La présidente sortante Fatimata Lori totalise 4 ans à la tête de ce tribunal. Appelée à d'autres fonctions, elle estime que la nouvelle équipe a toutes les qualités pour mener à bien sa mission malgré les nombreuses difficultés. Un conseil, parce que tous ceux qui sont nommés, à l'exception de Zerbo Alain, le président et le vice-président, sont ceux qui étaient là à l'ouverture du tribunal. Donc ils connaissent les difficultés que le tribunal rencontre. Je crois qu'ils sont bien outillés pour mener à bien cette juridiction. Le tribunal de commerce de Ouagadougou a été créé le 12 mai 2009 et a commencé effectivement ses activités en janvier 2010. De cette date au 30 juin 2013, cette juridiction a reçu plus de 1200 dossiers pour ses audiences ordinaires. Elle a par ailleurs reversé au trésor public environ 1,250 milliard de francs CFA. Coopération des pays du Sud avec les pays du Sud, avec la République du Ghana, les liens se veulent solides. La 11e session mixte de coopération entre les deux pays est un indicateur. La rencontre devrait permettre d'identifier les attentes de chaque côté et d'harmoniser les points de vue pour faire de l'amitié Burkina-Ghana une référence en matière de relations Sud-Sud. Nyarkiteda. Après Accra en 2011, les experts burkinabés et ghanéens se retrouvent à Ouagadougou pour parler coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana. 11e du genre, la session de la grande commission mixte de coopération donne une fois de plus l'occasion aux experts d'identifier les attentes de la coopération bilatérale, mais aussi d'harmoniser les différents points de vue dans l'optique de rendre l'amitié entre les deux pays
exemplaire de dynamique, mais également une référence en Afrique de l'Ouest. Ce sont des questions qui vont concerner les questions économiques, les questions de coopération culturelle, les questions de coopération militaire également, et en plus de cela, un certain nombre de questions que nous avons dans le cadre communautaire de la sous-région ouest-africaine. Il s'agira également de le point de la mise en œuvre des conclusions de la 10e session qui, du reste, connaît une avancée significative dans le domaine commercial avec la libre circulation des personnes et des biens. La mise en œuvre des conclusions de 2011 connaît aussi des difficultés qui devraient trouver solution lors de cette rencontre pour une intensification des relations entre le Burkina Faso et la République du Ghana, gage d'un rapprochement certain entre les deux peuples, ont dit les chefs de délégation dans leur déclaration liminaire. À Ouagadougou, les experts vont également parler du renforcement du dialogue en vue de mutualiser les efforts pour faire face à l'insécurité qui va de plus en plus grandissante dans la sous-région. Faire porter mieux que jamais les surnoms de greniers du Burkina aux grandes zones de production agricoles à travers la construction de magasins de stockage. Pour le moment, l'idée est au stade de projet, un projet bien avancé. Il est porté par le programme d'appui à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire. À cette étape, la chaîne de production est conviée pour examen et amélioration des grandes lignes avant la mise en œuvre. Le reportage est signé de Nyarkiteda. Les zones de grande production agricole connaissent elles aussi souvent des pénuries alimentaires, surtout en période de soudure. Une situation paradoxale liée essentiellement au manque de système d'entreposage des récoltes. Résultat, les agriculteurs s'empressent à brader leur production dès les premiers mois de récolte pour se retrouver eux-mêmes dans le besoin. Ce grand magasin général agréé en projet viendra réduire cette forme d'insécurité alimentaire. Il y aura un magasin principal qui sera construits à Bobo ici et des magasins secondaires qui seront construits à Gawa, à Banfora et à Bédougou. Et ce dispositif-là, on va le mettre en place dans le cadre d'un partenariat public-privé. Un consultant a déjà travaillé sur le sujet, mais le projet d'appui à la productivité agricole et de sécurité alimentaire, PAPSA, veut s'assurer que ce grand magasin répondra aux préoccupations des principaux intéressés. Au cours de cet atelier, les participants vont donc examiner le rapport du consultant et faire des amendements si nécessaire. Nous soumettons ce document aux services techniques et aux acteurs que sont les producteurs à travers leurs organisations, les commerçants de céréales, pour voir dans quelles conditions nous pouvons mettre en place cet instrument qui doit participer à l'amélioration de l'environnement global du marché des produits agricoles, améliorer la lisibilité, améliorer les modalités d'intervention de l'ensemble des acteurs. La réalisation de ce projet de magasin général agréé devrait permettre au PAPSA de disposer d'une chaîne de magasins allant des communes rurales aux communes urbaines. Restons dans ce milieu de la production, plus étendu cette fois, agro-silvo-pastoral. Le secteur est porteur mais souffre de mauvaise organisation. Pour peu qu'on y mette de l'ordre, la filière se ferait porteuse de rendement. Une lacune en voie de correction, une nouvelle réglementation est en étude en ce moment. C'est le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui mène l'initiative. Evelyne Dabiri. Divers arrêtés interministériels et autres lois réglementaient les activités des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Cette diversité de réglementation ne permettait pas une promotion harmonieuse des différentes filières, d'où l'élaboration d'un cadre juridique commun en octobre 2012. C'est pour analyser et mettre en pratique cette nouvelle loi qu'une rencontre a été initiée par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Elle regroupe une cinquantaine de participants des filières de production, de transformation, de commercialisation des filières citées. Ils sont chargés de réfléchir sur la mise en application de cette loi. Une loi est adoptée. Il nous faut donc nous concerter de nouveau pour voir dans quelle mesure on peut mettre cette loi en application. Nous, structures techniques, nous avons déjà travaillé à propos des drafts de projet de décret. Mais ça ne suffit pas. Il faut partager ça. Mais il faut aussi que l'on donne l'information juste sur ce qui est déjà fait
et pour qu'ensemble, on puisse élaborer une feuille de route qui va nous permettre, en tout cas, d'appliquer cette loi. Le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire attend de cet atelier des propositions concrètes pour une meilleure diffusion auprès des acteurs du terrain. Les travaux de cet atelier, qui vont durer 48 heures, se feront en groupe et en plénière et les résultats attendus devraient permettre une organisation efficiente de ces secteurs et la promotion de leurs filières communes. Dans le milieu de l'éducation scolaire, la gestion des ressources humaines est l'une des problématiques qui interpelle, une situation qui préoccupe encore plus quand se pose la question du transfert du préscolaire et du poste primaire. En ce début de reprise des classes, le sujet fait la une de la 10e conférence des acteurs du monde de l'éducation sur l'ouverture officielle à Dori, le point de Salinana. Pour cette 10e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale, qui se tient dans un contexte marqué par le transfert du préscolaire et du poste primaire, les participants ont 5 jours pour réfléchir et échanger sur la problématique de la gestion des ressources humaines. Il s'agira aussi d'outiller les personnels d'administration et de gestion de méthodes, d'outils et de pratiques efficaces. Il convient que dès à présent, de renforcer leurs capacités et également de leur donner des outils nécessaires pour donc aborder donc les défis que justement le préscolaire et le post primaire présentent pour le ministère donc de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, la nécessité d'innover s'impose dans le contexte actuel du département de l'éducation. Ces acteurs de l'éducation mettront donc au centre de leur débat les questions liées à la gestion des ressources humaines en lien avec le transfert du préscolaire et du poste primaire. Tout processus qui débute a des difficultés. Il ne s'agit pas simplement d'un rattachement institutionnel. Il faut faire en sorte que la gestion effective des ressources humaines, des ressources financières et matérielles s'accommodent effectivement avec le déroulement du processus de transfert pour éviter les innombrables difficultés qui pourraient surgir. Au même moment, les personnels d'administration et de gestion mènent les mêmes réflexions dans les ENEP de Bobo-Dioulasso, de Fadangourma, de Wayugia et de Gawa. Au terme des travaux, les participants et participantes devraient être mieux informés et fortement imprégnés d'une culture de gestion administrative du personnel. La communication au service de la paix, c'est la mission que se fixent les prochaines UACO, les universités africaines de la communication. La 9e édition va se tenir du 20 au 23 novembre prochain. Communication, paix et démocratie en Afrique, c'est le thème de la rencontre. Une rencontre dont le comité restreint d'organisation vient d'être présenté à la presse. Peggy Ouedraogo. Sont attendus à la 9e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou des professionnels et spécialistes de l'information et de la communication africains et internationaux. Les 20, 21, 22 et 23 novembre prochains, ils vont se pencher sur le thème choisi « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Et pour que la 9e édition des UACO tienne toutes ses promesses et plus encore, un comité national d'organisation restreint est mis en place. Sur le terrain, ce comité est structuré en 6 commissions que sont les commissions thèmes, presse et relations publiques, finances, transport, accueil et hébergement, ainsi que les commissions protocole, sécurité et santé et enfin la commission animation et mobilisation. Le comité national d'organisation restreint ainsi composé est supervisé par un comité de suivi, lui-même appuyé par un comité d'organisation. Et le ministre de la Communication de rappeler que tout devra être mis en œuvre pour faire des UACO 2013 une mobilisation tous azimuts. Pour l'heure, les partenariats sont ouverts au secrétariat permanent des UACO et sur les réseaux sociaux dont Facebook, il suffit de taper UACO BF, page officielle.
Eux ont choisi de focaliser sur la vie économique. Depuis un an, le journal Défis économiques se fait le relais des questions du secteur économique de notre pays. L'initiative est portée par le Bureau d'études, de services, de sondage et de recherche Essor en partenariat avec le laboratoire d'analyse de la politique économique. Après une année de parution, l'équipe du magazine en tire un bilan mitigé et pour cause. L'audience n'est pas toujours au rendez-vous. Les précisions avec Sylvestre Da. Avec 10 numéros parus en une année d'existence, les éditeurs du magazine Défis économiques estiment que le journal a contribué à rendre l'information économique pertinente, claire et accessible à tous les Burkinabés. Mieux, ils sont convaincus que Défis économiques a provoqué des débats contradictoires autour des questions économiques tous azimuts. Avec le retour que nous recevons, que nous avons de nos lecteurs, nous avons compris qu'ils comprennent un peu plus les questions économiques qui, au départ, semblaient être difficiles pour eux. Dans cette livraison, Défis économiques abordent des questions majeures. Décryptage de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, de la problématique de l'exploitation minière, en passant par des sujets tels que les finances publiques, l'emploi, le secteur informel, l'industrie ou encore la décentralisation. Les analyses sont le fait des journalistes, des spécialistes et des praticiens de l'économie, mais aussi des simples citoyens. En ce premier anniversaire, l'équipe de rédaction dit constater que le magazine a gagné en notoriété, même si de nombreux défis restent à relever. Les autres défis à élever, c'est de pouvoir d'abord pénétrer le marché, burkinabé d'abord, avoir plus d'audience, plus de lecteurs, et aussi aller au-delà du Burkina. Et nous comptons aussi aller au-delà donc du support papier et faire autre chose. Voir si on ne peut pas avoir d'autres types de supports pour pouvoir donc porter l'information économique à nos populations. Des difficultés, défis économiques en ont été confrontés au cours de ces 12 mois d'existence. Elles sont liées surtout aux coûts financiers sur toute la chaîne de production et de commercialisation. Qu'à cela ne tienne, ces éditeurs que sont les bureaux d'études, de services, de sondage, de recherche Essor et les laboratoires d'analyse des politiques économiques LAP sont plus que jamais déterminés à accroître la visibilité du journal au plan national et international. C'est un bilan plutôt satisfaisant que la Fondation Fitima présente à la presse. Voilà maintenant une décennie que la Fondation se fait l'appui de personnes handicapées. Elle y offre des soins et l'accès à l'éducation. Le total des bénéficiaires est estimé à près d'une centaine d'enfants par an. Un bilan que tire la Fondation à la lueur de la 10e bougie de son existence. Ismaël Diloma Sirima et Yarkiteda. Améliorer la santé et le bien-être des personnes en situation de handicap est la mission principale de la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima. Ainsi donc, depuis 2003, Fitima permet aux handicapés moteurs d'accéder facilement aux soins médicaux et à l'éducation. Rien que pour l'année 2012, nous avons effectué dans notre centre plus de 1800 séances de kinésithérapie. C'est beaucoup, avec une toute petite équipe. 352 séances d'ergothérapie et les autres prises en charge sont à peu près du même ordre. Nul n'est prédestiné au handicap. En effet, le thème du 10e anniversaire, engagement continu pour une intégration de personnes en situation de handicap à travers une prise en charge pluridisciplinaire, constitue pour moi une interpellation de tous à s'unir dans les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Pour cette année, 10e anniversaire de Fitima, 103 enfants sont pris en charge par la Fondation. Une fondation qui bénéficie de l'appui permanent de vacataires et de bénévoles. Sport, football, éliminatoire en vue de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Les étalons du Burkina rencontrent samedi prochain les Fennecs d'Algérie. Sur le terrain, les préparatifs avancent bien pour les nôtres. 21 joueurs de l'écurie de Paul Put viennent de regagner Ouagadougou. Le programme est à 2 séances d'entraînement par jour sur une ambiance sportive. Le reportage de Modeste Ouedraogo et Lassina Ouattara. À J-4 du match Burkina Faso-Algérie, concentration maximale dans le groupe étalon. 15h15 à l'hôtel, joueurs et encadrement technique descendent des chambres pour prendre place dans le bus. Sur les visages, on peut lire la sérénité. Les garçons sont conscients de l'enjeu et de la mission qu'ils auront à accomplir samedi. 15h30, embarquement terminé. Direction, stade du 4 août. À l'entrée du stade, des centaines de supporters attendent leur héros. Un petit bain de foule et les voici à l'intérieur du stade pour entamer leur 3e séance d'entraînement ouvert au public, mais pas à la presse.
Quelques supporters algériens déjà présents à Ouagadougou sont venus suivre les entraînements des étalons, mais pour éviter tout débordement, l'accès leur a été tout simplement refusé. D'ores et déjà, les étalons savent qu'ils sont très attendus par leurs supporters et le Burkina Faso tout entier. Les étalons du Burkina Faso sont présents depuis hier donc, dans la capitale burkinabé et ce soir même ils s'entraînent pour un entraînement très sérieux. Il faut dire qu'ils veulent s'entraîner loin des caméras, loin des regards. Et ce soir, Paul Put et ses garçons, ils sont au nombre de 21 personnes. Il manque 3 joueurs à l'appel, mais nous avons été rassurés que ces 3 joueurs seront présents. Il s'agit donc d'Aristide Bansé, Charles Kaboré et Adama Planchnik qui rejoindront donc les autres dès ce soir même. Voilà, des informations à suivre donc tout au long de ces éditions avant la rencontre annoncée. Puis, actualité hors de chez nous, au Mali, on en sait un peu mieux sur l'origine des tirs aux armes lourdes qui se sont abattus sur la ville de Gao. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjao, a revendiqué aujourd'hui même ces tirs. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.